Bonjour à toutes, aujourd'hui on part à la rencontre de Mathilde, une femme qui a osé changer de vie professionnelle pour vivre pleinement de sa passion et mettre l'impact au cœur de son activité. Donc directrice adjointe d'une structure d'accueil pendant 6 ans au sein d'une association d'éducation populaire, elle est passée ensuite référente scolaire, puis animatrice relais des initiatives de proximité pendant une dizaine d'années au sein de la ville de Caen, avant de faire le grand saut vers l'entrepreneuriat en 2023. Et en moins d'1 an, elle avait réussi son pari. Donc Mathilde, accompagnatrice en transition écologique avec son entreprise Viridis, maman de 3 ados et pré-ados. Elle voulait plus de liberté, plus de sens et elle l'a fait. Et on est très contente de la retrouver aujourd'hui et que je puisse vous la présenter. Elle va nous partager donc son parcours, ses doutes, ses réussites et ses conseils pour celles qui osent rêver d'oser changer aussi. Donc bonjour Mathilde. Bonjour Sabrina, bonjour à toutes. Merci beaucoup déjà d'avoir répondu positivement à ma demande, parce qu'on se connaît, mais il n'empêche que ça reste quand même un challenge de passer sur un podcast, donc merci à toi. Mathilde, si tu devais te présenter en une phrase aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous dirais ? Aujourd'hui, je dirais que je suis une femme, une maman, épanouie partiellement, mais en tout cas qui est sur le chemin. Et le chemin du bonheur, le chemin de la liberté, le chemin de la vie peut-être. J'aime beaucoup ton intro. Super. Ça va nous amener sur plein de discussions, donc c'est parfait. Donc si tu es OK, on va décomposer l'interview en quatre temps pour que je puisse un peu éplucher avec toi tout ton parcours et qu'on puisse montrer un petit peu par quoi tu es passée. Donc dans un premier temps, on va voir un petit peu le déclic et la prise de décision que tu as eue. Ensuite, on verra comment toi, tu as vécu le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, le fameux équilibre, vie pro, équilibre et réussir, qui est toujours le challenge, je pense, ultime de tout le monde, et en particulier des femmes. Et on terminera, si tu le veux bien, par des conseils que tu pourrais apporter par rapport à ton expérience. C'est OK pour toi ? Avec plaisir. Donc, pour déjà comprendre un petit peu le moment où tu as su qu'il était temps de changer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant de tout quitter ? En fait, pendant quelques temps, j'ai cru que ça s'était joué sur la dernière minute. J'ai cru que c'est parce que j'étais arrivée au bout professionnellement d'un moment où ça devenait long, où en termes de valeur, je m'y retrouvais plus, où je voyais bien que dans mon quotidien professionnel, je m'énervais pour un rien. Dès que quelqu'un répondait en retard à un mail, je trouvais ça insupportable, irrespectueux. Dès que je n'arrivais pas à photocopier quelque chose en recto verso de la bonne couleur et dans le bon sens, ça devenait une affaire d'État. Il fallait que je demande de l'aide à tout le monde parce que mon problème était prioritaire et il fallait faire tout au plus vite et tout de suite. Et finalement, c'était qu'un symptôme. Je me suis vite rendu compte que effectivement ça n'allait pas. Et c'était pas moi. Et c'était pas ma personnalité. Et en enquêtant un peu sur mon parcours, je me suis rendu compte que, par exemple, 3-4 ans avant, je m'étais fait offrir un bouquin qui s'appelait « Comment réussir sa vie quand on a raté ses études ». Mais je m'étais pas rendu compte que ce bouquin-là, d'il y a 3-4 ans, m'amenait aujourd'hui à me dire « t'es pas bien, il faut que tu changes, en fait ». C'était l'élément déclencheur, tu penses ? En tout cas, est-ce que c'était la petite graine qui avait commencé à germer et qui a tranquillement, sans que tu t'en rendes compte, qui a continué à grandir au début dans l'ombre et puis finalement d'une façon de plus en plus forte ? En fait, je dirais que la petite graine, ça a été ma passion pour la bibliothèque. C'est-à-dire que, voilà, j'ai 3 enfants, un salaire de fonctionnaire, un mari, une maison à payer avec un crédit, comme tout le monde finalement. Et du coup, moi j'ai toujours aimé lire, mais je lisais beaucoup de romans, un peu en mode détente, des feel good comme on dit. Et puis, je me suis mise à vraiment plus fréquenter les bibliothèques autour de moi et avoir des sélections de bouquins de développement personnel, des sélections de bouquins. J'ai beaucoup lu aussi pour l'éducation de mes enfants. Et finalement, ça m'a amenée à me dire, attends, tu te permets de te questionner en tant que mère et tu ne te questionnes pas en tant que professionnelle. Et donc, j'ai commencé par des bouquins sur comment devenir un meilleur professionnel. Comment mieux gérer son temps, comment être plus efficace, comment faire la to-do list parfaite. Et je me suis rendu compte qu'au final, ça me donnait des tips du quotidien,
Mais c'était plus profond que ça, en fait. C'était pas parce que je m'organisais mal que je me trouvais un peu bancale dans ma vie professionnelle. Et ça m'a amené au cheminement de me dire, c'est peut-être ailleurs. C'est pas toi, en fait. C'est peut-être pas toi qui manque de compétences. C'est peut-être juste que t'es pas au bon endroit au bon moment. Et un jour, après avoir géré de l'événementiel pendant 26 vendredis soirs de suite, non-stop, avoir géré de A à Z les événements, ma responsable me demande quelque chose de finalement assez simple, mais qui m'a semblé une montagne. Et dans ma tête, j'ai eu le sentiment d'un rideau, en fait, comme un rideau de théâtre qui tombe et qui descend, et de dire, je peux plus. Là, c'est plus possible. Et c'était vraiment plus possible. Et du coup, je me suis arrêtée, je me suis retrouvée en arrêt pendant 5 semaines, et en me disant, mais comment je vais sortir de tout ça, en fait? Et finalement, la solution, ça a été les amis. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu étais entourée pendant cette période? Est-ce que ça a été peut-être moteur, ou est-ce que ça t'a amené en tout cas à avoir une réflexion peut-être un peu plus profonde? Parce que des fois, quand je dis ambition de compétence, je dis aux gens, mais oui, mais vous avez le nez dans le guidon depuis tellement d'années que c'est compliqué de prendre du recul. Est-ce que ça t'a aidé? En fait, je pense que l'être humain est quand même bien fait, parce que quelques mois avant ce rideau qui tombe dans ma tête, je crée un groupe WhatsApp avec 3 copines, des personnes en qui j'ai toute confiance, et des personnes qui m'ont connue et dans la vie pro et dans la vie perso. Et je leur dis, salut les filles, je vois bien qu'au boulot ça va pas trop. Est-ce qu'on pourrait faire une soirée un peu apéro, bilan de compétences, réorientez-moi. Et vous me connaissez, perso et pro. Et donc vous allez pouvoir me dire ce que je vaux finalement, me dire si mes idées sont folles, me dire si je passe à côté de quelque chose ou quoi. Pour des questions d'emploi du temps, ce rendez-vous se retrouve à être décalé un 30 septembre. Et moi, je suis en arrêt, du coup, tout début septembre. Et ce groupe WhatsApp avait été créé au mois de juin. Mais les vacances, tout ça, on n'avait pas pu se voir avant. Et les filles me disent, est-ce que tu veux qu'on maintienne? Est-ce que tu veux prendre le temps de ton arrêt? Tout ça, je dis, non, on maintient. Et là, je vire mon cher et tendre et mes enfants de la maison pendant une soirée. Et on se retrouve à 4 à la maison. Moi, je dis, bah voilà, j'ai l'impression que j'arrive plus à rien, j'ai l'impression que je me retrouve pas, je dois défendre des projets auxquels je crois partiellement, et en même temps, je sais pas ce que je vaux, il faut que je parte. J'essaie de postuler sur d'autres postes de fonctionnaires, mais je vois bien que je vais pas m'y retrouver parce que c'est des postes qui vont être enfermants, et du coup, je vais pas y arriver. Et là, il y a une copine qui me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne quitterais pas la fonction publique? Et là, je pense que je la dispute. En disant, non, mais ça va pas, c'est dans mes valeurs personnelles, moi, je veux être au service de la population, je suis là pour être utile pour la société, et du coup, je peux pas être utile autrement, je vais pas y arriver. Et elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés, en fait? Elle est directrice d'une asso d'éducation populaire qui permet à des enfants de partir en vacances, même si les parents n'ont pas les besoins. Et elle me dit, d'où tu vas m'expliquer qu'en tant que fonctionnaire, tu vas être plus qualitative dans le fait d'être utile à la population que moi. Et tout d'un coup, ça débloque un truc dans ma tête, en fait. Donc, il y a l'aspect de dire cap ou pas cap, et finalement de sortir des clichés, et de me dire, tu t'enfermes dans un cliché en croyant qu'il y a que quand tu vas être fonctionnaire que tu vas être utile. Ça, c'était un premier cliché que j'avais. Le deuxième cliché, c'était de me dire, financièrement, je vais pas y arriver. Je me disais, financièrement, c'est pas possible de quitter. Je suis installée, j'ai bientôt 40 ans. Comment est-ce que je vais pouvoir arrêter de travailler, réussir, etc. Et en fait, là, il y a une autre copine qui me dit, mais est-ce que tu as vraiment fait tes calculs? Est-ce que finalement, tu es au clair sur l'argent dont tu as besoin pour permettre à ta famille de vivre? Donc là, bêtement, je réponds, bah non. J'ai pas vraiment pris le temps de calculer ce truc-là, mais à vue de nez, je le sens pas. Et donc, là, je me rends compte que, faut que j'aille sortir ma calculette et faire quelque chose. Et le deuxième aspect, il
y a une des copines qui intervient et qui me dit, en fait, je pense que tes enfants vont préférer avoir une mère heureuse plutôt que de partir en vacances plus souvent, plutôt que d'aller manger dans un fast-food une fois par mois. En fait, si t'es heureuse, tu vas être une mère plus sereine, plus saine, plus cool. Et finalement... Et des fois, on s'enterre un peu dans le sacrifice de... Bah oui, il faut, pour être bien, il faut, les injonctions, C'est ça. Il faut qu'il puisse pouvoir peut-être faire des sorties, il faut qu'il puisse avoir une activité extrascolaire, il faut qu'on puisse lui ouvrir un peu sur de la culture, l'amener au cinéma ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et ce « il faut », cette injonction, elle a tendance quand même à nous mettre des fois dans le sacrifice permanent. Et c'est vrai que des fois, on va tellement dedans qu'on n'arrive plus à se dire « mais en fait... désagréable, j'ai plus de patience. Est-ce que vraiment il faut ou est-ce que finalement il faut pas que je sois juste moi avec eux ?» Et puis, c'est aussi une prise de conscience sur moi-même, en fait, sur est-ce que j'ai envie de dire à mes enfants, en tant que mère, en tant que modèle, du coup, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être parent, il faut se sacrifier. En fait, je me dis que j'ai pas envie que mes enfants, quand ils seront parents, ils se sacrifient. J'ai envie qu'ils soient eux-mêmes, j'ai envie qu'ils soient bien dans leurs bottes, et pourquoi je me l'appliquerais pas à moi-même, en fait. Et donc, il y a un peu toutes ces choses-là qui viennent me... Et en fait, ça ne pouvait être que ces personnes-là qui pouvaient me le dire. C'est-à-dire que j'aurais pas pu l'entendre de quelqu'un de l'extérieur parce que elles savaient ce que je valais professionnellement. Donc, elles avaient du crédit à mes yeux quand elles me disaient quelque chose. Et elles connaissaient mon cocon, elles connaissaient ma façon d'être mère, ma façon d'être femme, et elles connaissaient mon sens du sacrifice. Je pense que c'était hyper important. Et en fait, ça m'a donné le droit, ce rendez-vous-là grosso modo, est sorti un profil de dire, finalement, avec mes compétences qui sont transversales, je suis peut-être capable de parler transition écologique à plein de gens, de former des gens, d'accompagner des projets. Finalement, je suis peut-être capable de ça. Et ce que j'ai trouvé assez fou, c'est que ce rendez-vous du 30 septembre, officiellement, mon entreprise, elle a ouvert le 7 avril de l'année d'après. C'est quasiment la même chose. C'est quasiment ce qui a été prévu. Sauf que pour pouvoir réussir à faire ça, je garantis que j'ai pas dormi la nuit de cette soirée-là. Parce que ça me semblait tellement surréaliste. Et je me disais, elle me surestime. C'est quand même fou. Comment est-ce qu'elles peuvent penser que je sois capable de monter une entreprise? Mais jamais de la vie, je vais savoir faire un devis. Oh, il va falloir que j'aille parler à des gens que je connais pas, dans des secteurs que je connais pas. Est-ce que je vais... Ça y est, en fait. J'étais déjà, en fait, dans l'action et dans la ça suraction. t'a déjà embarqué dans le... Mais oui, ça m'a déjà embarqué. Et ce qui a été, juste, je veux vraiment finir sur le lien avec les enfants. Ce qui a été déclencheur, donc après cette soirée-là, j'ai eu 2 grosses discussions importantes. Une première avec mon mari, en lui disant voilà, il faut que je le fasse, en fait. Je pense qu'à un moment donné, là, il faut que je parte, il faut que parce que sinon, je vais jamais sortir de mon arrêt de travail et je vais rester et ça va pas sortir. Et lui m'a dit évidemment, pourquoi tu poses la question? Tu feras ce que tu veux. En fait, c'est comme si je me sentais attachée à ma famille au-delà d'être attachée à ma personne et que du coup, je me sentais des obligations légales par rapport à eux et que ça me faisait oublier qui j'étais, en fait. Et lui, aussi bêtement que ça, m'a dit, mais pas de souci. J'ai dit oui, mais financièrement, etc. Il me dit, écoute, si t'es heureuse, tu vas tous nous embarquer là-dedans et on le sera tous. Donc, s'il faut vendre la maison, parce qu'on peut plus payer, parce qu'il y a un moment donné, on le fera. Et là, il a fini sa phrase en disant « Mais je suis sûre qu'on n'en arrivera jamais là. » Et en fait, c'était vachement beau parce que du coup, ça disait en fait la capacité de sacrifice qu'il pouvait avoir pour nous, pour ma réussite en fait. Et en même temps, ça disait... la confiance. La confiance que je n'avais pas en moi qu'il pouvait m'accorder. Donc clairement, ça a été une discussion... que j'avais pas pensé à avoir avant et lui n'avait pas pensé à me le dire parce que c'était hyper banal pour lui et hyper normal. C'était des évidences pour lui. Donc il le disait pas par évidence et pour moi c'était pas du tout des évidences.
La deuxième discussion que j'ai eue, c'était avec mes 3 enfants, en leur disant, bah voilà, je me trouve pas bien dans mon boulot, j'ai envie de changer de travail. Bah, il y a peut-être des choses où il va falloir qu'on change les habitudes à la maison. Du coup, avant, on allait au marché le samedi matin et on prenait toujours un petit resto chinois à emporter. Bah, peut-être qu'on fera plus ça, en fait. Peut-être que les vacances d'avril, on n'ira plus chez papy-mamie, mais que on partira pas aux vacances d'avril. L'été, on partira peut-être un peu moins, etc. Et il y a aucun de mes 3 enfants qui a sourcillé. Il y a aucun qui a soupiré, qui a émis rien du tout. Et en fait, ils ont dit, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir de l'argent de poche, en fait, si tu veux. C'est mignon. Et j'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé ça... Et en fait, j'ai dit, oui, on veut bien. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, on va se mettre à faire attention un peu plus à la maison, aux dépenses, tout ça, en attendant que je mette en place le processus. Mais quand maman, elle va réussir et qu'elle retrouvera le salaire qui va bien, etc., et là, de nouveau, vous aurez de l'argent de poche. Et en fait, j'ai trouvé que c'était... il me proposait un soutien qui était hyper factuel. Et souvent, on a tendance à banaliser les soutiens des enfants. Et en fait, je trouvais que c'était hyper important de leur dire, en fait, il est réel, votre soutien, en fait. Et puis, ça montre bien que c'est un projet de famille. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un projet de famille. Ben oui. Pour être bien, il faut que toute la famille en soit consciente. Et c'est mieux de prévenir, quitte à effectivement à ce que ça n'arrive pas, c'est pas le problème, mais juste de dire ça peut changer des choses. Et de le poser avant, ça anticipe tout un tas de choses sur l'après. Toi, ça te soulage, j'imagine. Du coup, c'était clair. C'était effectivement hyper serein. 1 ou 2 fois pendant toute cette période où financièrement on était en moins sécure, et du coup on l'a rappelé que c'était un engagement de famille, projet, etc. On a aussi rappelé qu'on avait une deadline. C'est-à-dire que moi j'ai aussi dit en fait je me donne 2 ans. Je me donne 2 ans. Si dans 2 ans j'y arrive pas, ok, j'aurais essayé et j'aurais pas réussi et j'aurais grandi de ce que j'ai vécu. Mais en tout cas, entre guillemets, le sacrifice familial, il durera 2 ans. Et ça aussi, que ce soit dans la vie de couple, d'adulte ou dans la vie des enfants, en fait, ça donne c'est un sas, quoi. Alors justement, je trouve que c'est une belle transition que tu fais. Parce que les questions qui vont... Alors, que tu t'es posées, mais que n'importe qui se lance dans l'entrepreneuriat, en général, se pose aussi, c'est justement se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, tu montres bien, il y a des étapes. Toi, donc, par quoi tu as commencé une fois que tu as pris cette décision? Une fois que j'ai pris, donc le 30 septembre, je prends la décision avec les copines. J'ai les discussions familiales les jours d'après. Et grosso modo, je reprends le travail au mois d'octobre. Et là, je fais 3 choses importantes. La première, je vais dans une ressourcerie et je m'achète un cahier. Et donc, je fonctionne. Donc là, j'ai gratté je sais pas combien de cahiers depuis. Mais en fait, je me dis que je vais écrire tout ce qui va toucher à mon projet de près ou de loin. C'est-à-dire que dès que j'ai un doute, dès que j'ai une question, dès que j'ai un contact, j'écris dedans, je le relis, je regarde. C'est un peu comme un journal intime professionnel finalement. Des fois, il y a des to-do list, des fois, il y a des cartes mentales, des fois, il y a des pages d'écriture, peu importe. Mais en tout cas, je l'ai toujours avec moi. Ça, c'était un truc hyper important qui m'a accompagnée, qui m'accompagne encore. Les autres choses que j'ai faites justement dans la foulée, je l'ai dit tout fort. Donc, de dire à mon entourage, à ma responsable, à ma famille... voilà, je vais poser ma disponibilité de la fonction publique et dans 5 mois, je lance officiellement mon entreprise. Et bien, du coup, ça devient réel. Ça nous rattrape, on est obligé, les gens s'interrogent, on est obligé de parler du projet. Le fait d'en parler, on dit pas tout le temps la même chose à tout le monde et donc, du coup, eux vont avoir des questions qui vont nous faire nous questionner
sur « Ah bah tiens, j'avais pas pensé à cet aspect-là et comment je vais gérer ce truc-là, etc. » Du coup, c'est enrichissant aussi. Je retrouve complètement ton esprit collaboratif là sur l'intelligence collective qui te caractérise particulièrement. Que je vois que tu as déjà mis en place quand tu as fait venir tes amis pour dire, en gros, allez, on tire au sort, pour quel métier suis-je faite? Enfin, je vois bien cette réflexion d'intelligence collective et je trouve qu'on la retrouve là encore quand tu dis: «J'en parle à voix haute», puisque le fait de le verbaliser aide à réfléchir. Les retours vont t'aider à intérioriser différemment et à restructurer et ça se voit que c'est un outil vraiment que tu as utilisé. C'est vraiment de l'intelligence collective, ce pourquoi tu es d'ailleurs très douée, donc je trouve que ça se voit. En fait, si je fais pas ça, je fais rien. C'est-à-dire que comme j'ai pas hyper confiance en moi, il faut que j'aille chercher la confiance dans l'échange avec les autres. Et le fait de savoir dire aux autres, j'ai envie de faire ça, et que les autres aient des réactions comme ah bah oui, c'est sûr. Ah bah maintenant que tu le dis, c'est évident. Ah ouais, je te vois bien. En fait, les gens, ils ont une réponse positive. Au contraire, quand ils vont avoir une réponse négative, je vais leur demander pourquoi. Pourquoi tu penses que ça va être trop difficile? Pourquoi est-ce que tu... Et du coup, alors il y a des fois, je vais hériter de leurs craintes. Et puis il y a des fois, je vais dire oui, mais lui, il a cette crainte-là parce qu'il ne me connaît que sous tel aspect. Telle autre personne m'a beaucoup surprise parce qu'elle a tout de suite cru en moi alors que j'y aurais pas pensé. En fait, je suis allée chercher ce qui me manquait. J'avais besoin qu'on ait confiance en moi à ma place parce que j'étais pas capable d'avoir confiance en moi à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, si je veux être dans le mouvement, ça, je pense aussi que ça me caractérise un peu, en fait, il faut que j'aille chercher le mouvement chez les autres, en fait. Et la troisième chose que j'ai faite dans ce moment clé, c'est des enquêtes métiers. C'est d'aller chercher justement au travers des enquêtes métiers quel était le besoin. C'est-à-dire finalement j'ai rencontré des professionnels de l'entreprise, j'ai rencontré des professionnels de la transition écologique, j'ai parlé de mon parcours, j'ai dit que moi j'avais envie de changer et en fait ils ont tous déjà la chose que j'ai trouvée hyper positive et que je trouve qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que quand on dit aux gens qu'on veut changer de métier alors qu'on a 40 ans, les gens ils sont un peu admiratifs et en tout cas ils vont être bienveillants. Ils vont avoir une posture de bienveillance parce que eux aussi ils se transposent en disant je connais quelqu'un qui l'a fait ou moi j'aimerais bien devenir tel ou tel métier mais ils n'osent pas du tout le faire. Donc du coup là on se dit je vais peut-être déranger quelqu'un avec une enquête métier. Finalement, moi j'ai vraiment toujours été bien reçue. Alors, je te remercie parce que tu pouvais pas le deviner, mais c'est le podcast qui est sorti lundi sur les enquêtes métiers. Donc tu prêches une convaincue. Et en plus, j'ai l'impression que ça t'a fait peut-être un mélange entre enquête métier et études de marché, donc double intérêt. C'est ça. Encore plus intéressant, quoi. Et puis, effectivement, ça crée des liens. Et en fait, c'est déjà un bout de réseau qui est en train de se créer. Le réseau. Et ça a aussi nourri ma confiance. C'est-à-dire que je suis aussi allée rencontrer des gens qui m'ont dit, par exemple, nous, on aurait besoin d'aide sur de la méthodologie de projet. Et je me suis dit, bingo, c'est une compétence que j'ai. Maintenant, il va falloir que je l'emmène et que je la développe avec l'axe de la transition écologique, puisqu'en termes de valeur, j'ai envie d'aller là-dedans. Mais en soi, je sais le faire sur de l'événementiel. Donc, il faut juste que je transfère ma compétence. Et ça, ça m'a sécurisée. Et ça, je l'ai utilisé. La carte Joker enquête métier, je pense que je l'ai faite pendant très longtemps. Parce que c'est aussi, comme tu dis, moi, je suis pas douée pour aller... chercher le côté démarchage, c'est vraiment pas mon truc. Alors que du coup, si tu dis que tu vas faire une enquête métier, tu te sens un peu plus légitime et plus accueilli, etc. Ouais. Et les gens sont en fait globalement, à part quelques exceptions, et encore, certains, il y a des raisons pour lesquelles ils peuvent ne pas l'être, mais globalement, les gens sont tous bienveillants sur les enquêtes métiers. Il y a pas de... Ils sont plutôt contents de parler de leur métier pendant 20-30 minutes ou de leur échange ou de leurs besoins. En fait, il n'y a rien de négatif, quoi. Donc, Et en plus, si tu finis une enquête métier en disant auriez-vous 2-3 personnes que vous pourriez me recommander pour que je puisse échanger sur ce sujet-là, en fait, toi, tu vas venir de la part d'eux pour aller voir quelqu'un d'autre. Et du coup, top, en fait, tu vas rencontrer quelqu'un qui va
Et donc, ça va t'amener à plein de choses. Ça va t'amener aussi à voir ce que tu avais prévu avec d'autres angles. Et en fait, ça va aussi te faire te questionner. J'ai vu aussi des gens qui, parfois, ont voulu vraiment me mettre en garde contre l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, c'était bien. C'était dur sur le coup. Et en fait, ça m'a été utile. J'ai entendu des choses que j'avais pas forcément envie d'entendre, en fait. La bienveillance veut pas non plus dire que ça va être niais, quoi. Ah oui, non. Mais ça peut être, et tant mieux. Je trouve que, parce que moi je dis souvent aux gens, quand vous faites des enquêtes métiers, c'est pas le tout de demander tout ce qui va bien, c'est aussi d'entendre ce qui ne va pas, en comprenant bien que les gens vont dire ce qui est dérangeant par rapport à leur réalité, et donc à leurs valeurs, à leurs besoins, etc. Mais il n'empêche que c'est intéressant parce que du coup, personne ne va voir les mêmes inconvénients. C'est ça. Donc ça permet d'avoir une vraie cartographie à la fin, c'est une vue en 360. Donc, et ça n'a pas de prix, parce que en termes de calcul de risque, avant, ça peut effectivement mettre le doigt sur un risque auquel on n'avait même pas pensé au début. Donc, c'est vraiment drôle parce qu'avec le podcast, on est en plein dedans, c'est rigolo. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, donc le plus gros ou les plus gros défis, en tout cas, que tu as eu, et comment est-ce que au départ, et comment est-ce que tu les as surmontés? En fait, j'ai pas eu la sensation de un plus gros défi que l'autre. J'ai eu la sensation, justement, d'une multiplication de petites choses à faire. Et c'était peut-être ça qui était le plus difficile, c'était de dire, n'oublie rien parmi tout ce qu'il y a à faire, et en même temps, te laisse pas happer trop par un domaine, parce que finalement, par exemple, si tu te mets à t'intéresser sur comment se positionner sur les réseaux sociaux, etc., tu te laisses happer. Parce que ça pourrait, c'est un métier, domaines, en fait. C'est ça, ouais. Donc, tu peux te laisser happer là-dessus et ne pas du tout avancer sur le contenu. Et à l'inverse, le piège dans lequel je suis tombée sur un ou deux projets, c'était de dire, je ne peux pas parler de mon projet tant qu'il n'est pas bouclé, finalisé de A à Z. Et ça, c'est une super bonne excuse pour procrastiner. Parce qu'un projet ne peut pas être finalisé et bouclé de A à Z avant d'être vendu, parce que ça marche pas. Donc, il y a vraiment ce côté-là, être suffisamment organisé et séquencer les thématiques pour avancer simultanément dans plein de domaines différents. Ça a été pour moi un enjeu organisationnel à vraiment prendre en compte. Et il a fallu que j'aille m'acheter de la légitimité. Mais ça, c'était finalement pas du tout un problème professionnel, c'était un problème avec moi-même. J'ai utilisé mon CPF pour aller passer un master en RSE, responsabilité sociétale des entreprises, qui m'a apporté des choses, certes, mais finalement qui m'a plutôt apporté de la paix avec moi-même. En disant, si, maintenant, t'as fait tes modules, c'est j'ai bon. Mon passe-droit. Voilà, c'est ça. J'ai un passe-droit officiel. Voilà. Qui, au final, où personne ne m'a jamais posé de questions sur ce sujet, personne ne m'a jamais demandé quels étaient mes diplômes dans le secteur dans lequel j'exerce, en fait. Oui, mais comme tu le dis, là, c'est vraiment de la confiance en soi, et la confiance en soi, ça peut aussi passer des fois par... ça veut pas dire que c'est bien ou pas bien, mais ça veut dire que pour certains, on a besoin. Et c'est bien déjà de le reconnaître et de dire, en fait, j'ai acquiescé qu'il fallait que je sois OK avec moi-même là-dessus. J'ai pas appris peut-être tant de choses que ça en plus, mais voilà, je me sens mieux. C'est ça. Parce qu'après, il faut être bien aussi dans les démarches. Donc, c'était de la sérénité. Ouais. Et quand tu as démarré, comment est-ce que tu as construit ton premier réseau et trouvé tes premiers clients? En fait, les enquêtes métiers ont été une première clé. Un exemple très concret, j'ai rencontré le syndicat qui s'appelle le CIVEDAC, qui était le syndicat qui gérait les déchets sur le secteur de Caen-la-Mer. Et en fait, ils ont évoqué le fait que sur le Calvados, il n'y avait pas d'interlocuteur qui était en capacité de proposer des animations et des sujets sur l'impact de pollution du textile. Ils savent que auprès des ados, c'était vraiment une problématique. Et là, je me suis dit, quand même fou, j'ai une machine à coudre, je bidouille des choses à la maison en termes de couture. C'est un sujet impactant qui me correspond, sur lesquels je suis déjà à titre perso
mobilisée, et si je préparais quelque chose là-dessus. Donc en fait, les enquêtes métiers m'ont apporté des sujets sur lesquels je ne serais pas allée. Et le deuxième pendant, c'est mon réseau professionnel existant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savaient. En fait, je suis vraiment partie de mon travail en bonne intelligence et en disant aux gens ce que j'allais faire. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, qui avaient envie de me soutenir, en fait. Et qui m'ont dit, si tu as besoin d'un coup de main, nous, viens à la fête de la MJC, tu vas tenir un atelier, et voilà. Sauf que cet atelier-là que j'ai tenu, où j'ai déjà eu un premier cachet, j'ai pu aussi rencontrer d'autres gens, m'entraîner à parler de mon action, etc. Il y en a d'autres qui m'ont ouvert des réseaux en disant, tiens, moi je suis pas intéressée, mais par contre, je pense que tu peux rencontrer un tel, un tel, un tel. Et en fait, ça a démarré comme ça. Vraiment comme ça. Et je reviens sur un point parce que tu as précisé que tu as pris en dispo. Est-ce que ça fait partie des choses qui t'ont permis de te sécuriser aussi? Est-ce que c'était un peu dans la balance pour me sécuriser? Je me challenge comme ça pendant 2 ans. On est OK avec la famille là-dessus. Et en filet de sécurité, j'ai le fait d'être en dispo. Est-ce que ça fait partie des outils pour toi? En fait, en tant que fonctionnaire, financièrement, je pouvais pas toucher d'argent de la part de France Travail. Du coup, ça voulait dire que financièrement, il allait falloir que je sois autonome sur cette période de transition. Et la fonction publique était en revanche en capacité de m'offrir un peu ce coup d'essai. C'est-à-dire de dire, tous les ans, je peux renouveler pendant 5 ans maximum le fait de poser une dispo et de dire si jamais ça marche pas, je pose une dispo d'1 an et au bout d'1 an, ils pourront me réintégrer dans la fonction publique. Effectivement, c'était un filet de sécurité. Et je te remercie d'en parler parce qu'effectivement, selon les cas, si on est salarié, si on est fonctionnaire, etc., il y a plusieurs choses qui existent, mais ce n'est pas les mêmes dispositifs. Donc, c'est important de savoir que ça existe et que la fonction publique ne dispose pas des mêmes possibilités, mais ils ont quand même d'autres portes ouvertes. C'est ça. En fait, je pense vraiment qu'il faut en discuter avec les ressources humaines parce que finalement, un fonctionnaire en arrêt maladie sera toujours moins utile à la société qu'un fonctionnaire qui a pris une dispo. Donc en fait, moi ça a été, en tout cas ça a été un non-sujet pour ma hiérarchie parce que tout de suite ils ont dit oui parce qu'ils ont compris en fait. Parce que j'ai aussi été en capacité de leur expliquer. Et c'était aussi ça qui était important pour moi, c'était de leur dire là j'ai été arrêtée pendant plusieurs semaines parce que je n'étais plus en adéquation avec mon travail, mais que j'ai vraiment aimé. C'était aussi ça. C'était aussi faire le deuil de cette fonction publique comme je l'avais peut-être idéalisée, de moi, la façon dont j'avais été, de la façon dont j'avais été managée, etc. Il fallait que je passe des caps. Et en fait, le fait de dire, voilà, je vais partir, mais... T'es transparente dès le début. C'est ça. Dans les étapes, en fait. Ouais. Ils ont suivi aussi le processus. Et du coup, ça, c'était hyper appréciable. Et aujourd'hui, on se voit régulièrement parce que les réseaux se croisent. J'ai pu être amenée à travailler pour mon ancienne collectivité, donc ponctuellement. Donc c'est hyper valorisant, en fait. Et est-ce que aujourd'hui, il y a une chose que tu referais différemment avec le recul? Si, en fait, je vais te dire un truc qui est impossible. Mais je me lâcherai la grappe. C'est-à-dire que... non, mais vraiment, je me ferai confiance, en fait. Je me dirais... si on avait une boule de cristal... En fait, je me prendrais dans les bras. Je me prendrais dans les bras et je me dirais... Fais-toi confiance, en fait. Et finalement... et profite de l'instant présent. Parce qu'en fait, il y a aussi ça. Le fait de se dire, finalement, c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir la chance de réussir à quitter un boulot dans lequel ils sont mal. Et moi, j'ai réussi à me donner la chance de passer ce cap-là. Est-ce que tu peux dire d'ailleurs aux personnes qui écoutent, parce que donc là, tu travailles effectivement pour avoir un impact environnemental, dans l'accompagnement pour des impacts environnementaux, du coup.
Est-ce que tu peux dire en quelques mots, est-ce que cette activité, elle a marché rapidement? Est-ce que tu as réussi à te dégager un salaire? Parce qu'à juste titre, comme tu l'as dit, tu n'avais pas droit à France Travail. Donc, pas les mêmes, un peu les C'est ça. chocottes au départ, c'est quand même pas le même. Le défi est quand même un peu plus élevé. Donc, est-ce que ça, tu peux dire en combien de temps est-ce que tu as réussi à mettre ça? En fait, on a été très clair avec mon mari pour sécuriser la famille, me sécuriser moi. On a fait des colonnes et on a utilisé un tableau Excel. On a mis nos dépenses fixes, on a mis la marge de négociation financière qu'on pouvait avoir. Et puis, on a dit, il faut que moi, d'une façon ou d'une autre, je ramène tant d'argent, ce qui était équivalent de mémoire à 4 à 500, ce qui était équivalent de mémoire à 4 à 500 euros par mois, pour que on puisse garder un niveau de vie qui nous semblait correct. Ça, c'était les premières phases, dans l'idée après de retrouver mon niveau de salaire passé. Donc en fait, j'ai tenté d'aller faire de l'intérim. Et j'ai fait de l'intérim une journée par semaine pendant les 3-4 premiers mois. Et en fait, c'était une catastrophe. Parce que du coup, je me retrouvais dans des situations où j'étais en échec. Je me retrouvais dans des situations où ça me faisait louper des rendez-vous en termes de disponibilité, je perdais du temps, etc. Et à un moment donné, j'ai dit stop parce que du coup, ça m'empêchait d'avoir d'autres contrats qui correspondaient à ce que je voulais professionnellement faire. En voulant te rassurer, Voilà. Finalement, tu t'es rendu compte C'est que là, ça. c'était plus pénalisant que... Ouais. Et puis, ce que j'ai aussi fait, qui a été vraiment En fait, j'ai pas décrit mon entreprise, mais juste pour donner un peu des éléments. Aujourd'hui, j'ai 3 axes principaux. C'est l'animation, la formation et l'accompagnement. Et du coup, l'axe qui était le lien avec mon réseau professionnel du moment, c'était plutôt le côté animation. Et donc, j'ai cherché à d'abord développer ce réseau-là. Parce que à court terme, c'est ce que j'étais le plus capable de faire, rapidement. Et c'était du coup là où je pouvais le plus facilement dégager un salaire. Donc, je suis allée voir des structures qui faisaient ça en leur disant « Si vous avez besoin d'un coup de main et de renfort, je suis dispo. S'il y a des choses que vous ne faites pas parce que vous n'avez pas le temps de le faire, dites-moi quoi. Moi, j'ai le temps et je vais le faire. » Ce qui fait que je ne me positionnais pas du tout comme concurrente, mais plutôt comme partenaire et comme allié. Oui, comme support, comme... Voilà. Et en fait, de fil en aiguille, ça a marché. Parce qu'on m'a dit, tiens, là, notre animateur sur les classes d'eau, il est débordé, son emploi du temps est plein. Est-ce que tu peux prendre 3-4 classes d'eau en plus? Tiens, on est embêté, on a un animateur qui s'est cassé la jambe, on a besoin d'un remplacement sur 5-6 dates. Pas de souci, je suis là. Et en fait, ça a permis de remplir l'agenda, de me faire connaître, de me faire identifier, et toujours de remplir ce réseau. Et là, on voit encore que, parce que souvent, la première crainte quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est « mais je sais pas vendre ». Mais en fait, on voit bien, ça n'a rien à voir avec savoir vendre ou pas. En fait, tu es aligné dans ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais, tu as la légitimité. Alors, je parle même pas du diplôme que tu as rajouté, mais je parle même juste de par ton expérience vie pro et perso, parce qu'en plus, chez toi, c'est très présent aussi dans ta vie perso. Donc, tu as la légitimité d'être et de faire. Tu avais le réseau déjà initialement. On voit bien que tu n'es pas dans une position de force, quoi. Tu n'es pas dans une position où tu rentres dedans avec agressivité, pas du tout. En fait, la démarche, elle est saine, en fait. Ma force, c'est la conviction parce que je crois en ce que je fais, en fait. Et en fait, juste ce que je dis souvent aux gens, je dis hésitez pas à me couper parce que comme je suis un peu passionnée, je peux parler pendant longtemps du sujet. Et ça les fait sourire, mais en même temps, c'est vrai. Et en fait, dans le premier réseau de l'animation, c'était facile. Et aujourd'hui, j'ai eu plus de mal à développer la formation et j'ai encore des difficultés à développer l'accompagnement vraiment des entreprises parce que c'est moins, c'est pas là dont je suis issue. Par contre, c'est des choses vers lesquelles j'ai envie d'aller. C'est des nouveaux challenges vers lesquels j'ai envie d'emmener mon entreprise. Donc là, j'ai dégagé un premier salaire grâce à l'animation, beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé. Et ça, c'était cool. Et ça m'a boosté en termes de confiance.
c'est sûr. La deuxième année, l'objectif a été de développer le côté formation. Comment est-ce que je vais chercher de la légitimité? Est-ce que je vais expérimenter des choses, faire appel au réseau, etc. pour vraiment aller faire de la formation parce que je pense que je vais apporter des choses aux gens. Et ça, c'est difficile parce que c'est un autre monde, c'est un autre langage. Et pour autant, là, ça y est, je sens que j'y suis, je sens que ça commence à percer, etc. Et l'accompagnement RSE, ça va prendre plus de temps, c'est plus technique, c'est un autre langage. Hier, on blaguait, je me suis aussi, quelque chose d'important à faire, c'est de lutter contre l'isolement. Et donc, du coup, j'ai adhéré à un club qui s'appelle le club Normandie Pionnière, qui est un club de réseau féminin qui propose des temps réguliers de formation, d'échanges, etc. Et qui est financièrement accessible. Et du coup, on blaguait en disant, moi, ma première langue, c'est associatif. Ma deuxième langue, c'est fonction publique. Et là, je suis en train de parler ma troisième langue, entrepreneur. Et j'apprends ce jargon-là. Et finalement, je dis la même chose. Sauf que, des fois, faut le dire en anglais, en allemand, en espagnol ou en italien, en fait. Et là, justement, je voudrais qu'on puisse faire un petit pan sur l'équipe vie pro, vie perso. Parce qu'on voit que ça marche bien, que ça a bien fonctionné. Et de fait, pour te suivre et te connaître depuis le début, depuis le démarrage, j'ai bien vu comment ça a décollé. Comment est-ce que tu gères, toi, l'équilibre pro-perso avec 3 ados, pré-ados, par rapport à ton activité d'indépendante? Il y a des semaines où je le gère bien. Il y a des semaines plus compliquées. En fait, de par mes expériences passées, j'ai aussi fait des choix. C'est-à-dire que, par exemple, je bossais énormément les week-ends parce que je faisais de l'événementiel. Là, par exemple, j'ai décidé que je ne travaillerais maximum qu'un week-end par mois. Je m'y tiens, presque, parce qu'il y a aussi une saisonnalité dans mon activité. Oui. Donc, en fait, il y a des moments où je sais que potentiellement, je vais travailler 2 week-ends au mois de mai. Mais du coup, au mois d'octobre, 0 week-end. Donc ça, c'est quelque chose où je me suis fixé une règle sur les week-ends. Sur le quotidien, il y a le fameux mercredi qui a été très bancal. C'est-à-dire, est-ce que je suis une maman au foyer le mercredi ou est-ce que je travaille? Eh bien, finalement, aujourd'hui, j'ai décidé que le mercredi, je faisais les deux. Et en fait, depuis que je me suis lâché la grappe et que j'ai dit je fais les deux et c'est comme ça, eh ben je vais mieux. C'est-à-dire que j'ai arrêté de me dire ne culpabilise pas si t'es une mauvaise mère le mercredi ou une mauvaise entrepreneuse le mercredi ou une mauvaise cuisinière, peu importe. Tu fais ce que tu peux. Donc il y a des mercredis, et ben du coup ils sont au collège, ma fille elle a une activité le matin, génial. Là j'ai 2 heures. Je suis au bureau et pendant 2 heures, je travaille et c'est comme ça. Par contre, ils arrivent, ils débarquent à 12h30, tout le monde est là, et on fait à manger, on passe un temps pour tout le monde. Et là, l'après-midi, j'ai instauré un truc, c'est de dire, moi je travaille pour mon entreprise, mais dans la salle à manger. Et qui veut vient travailler avec moi. Et on a réussi à avoir des mercredis après-midi où finalement, moi, je fais mes mails, je vais quand même faire des activités simples. Un peu plus légères. Oui, c'est ça. Un peu moins prenantes mentalement. C'est ça. Trier la boîte mail, ça marche très bien ces jours-là, par exemple. Des fois, ça va être, j'ai besoin de découper des choses, de plastifier des choses. Ça peut être des moments comme ça. Et eux, ils font leur devoir à côté. Et c'est un temps de concentration. Alors, ça marche pendant 1 heure et demie, pas plus. C'est un peu des moments volés qu'on arrive à caler, mais ça, c'est cool. Après, il y a des moments, par exemple, quand je travaille à la maison, je vais me dire, 16h30, 18h, c'est pour les enfants. Je goûte avec eux, je lance les devoirs, etc. Je vais même m'arranger pour préparer un bout du dîner. Mais par contre, je vais leur dire 18h, 19h30, je suis dans mon bureau et là, c'est moi qui travaille. Et au final, ça prend un peu de temps.
mais en fait, c'est rentrer dans le rythme familial, en fait. Et puis, ils sont contents de dire, en fait, t'es là au goûter alors que t'y étais pas, etc. Oui, parce que petite précision, c'est qu'effectivement, toi, tu n'as pas un bureau, tu n'as pas un local. Non. En fait, tu te déplaces énormément et du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour toi d'avoir un bureau fixe, donc c'est de chez toi. Précision, mais pour donner en fait, c'est un vrai... Oui, c'est une vraie réalité, en fait. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, ils étaient plus jeunes, c'était plus difficile. Là, je vois aussi que c'est compris. Et c'est aussi compris pour moi. C'est-à-dire que moi, j'avais du mal à travailler et à dire à mes enfants, non, je ne suis pas disponible. Maintenant, j'arrive à dire, non, je ne suis pas disponible. On le sent dans le ton de la voix. C'est pas le même. C'est fou, hein. C'est pas le même dispo. On le sent. Alors, des fois, j'ai pris des astuces à certains travailleurs comme moi. Il y en a un qui disait, par exemple, moi, mes enfants savent que quand la porte du bureau est fermée, il faut pas me déranger. Quand elle est entrouverte, ils peuvent me déranger. Ça, par exemple, ça m'a bien aidé. Et maintenant, j'entends mes enfants qui disent, chut, maman, elle fait une visio, attention, elle travaille et tout. Et voilà, je sens qu'il y a des choses qui... En fait, c'est un apprentissage. Mais c'est bien de dire que c'est autant un apprentissage pour les enfants que pour l'entrepreneuse. Ah bah oui, c'est sûr. Parce qu'entrepreneur, ça s'apprend. En fait, c'est un métier qui s'apprend à part entière. Et il y a des périodes que j'aime pas. Par exemple, je n'aime pas les périodes de vacances scolaires avec les ados à la maison. Parce que eux, ils veulent dormir jusqu'à pas d'heure et faire des écrans, en gros. Et nous, en tant que parents, moi, j'ai quand même envie de les voir avant midi. Et j'ai pas envie qu'ils passent toute l'après-midi devant les écrans. Et donc là, effectivement, c'est des moments où je suis un peu tiraillée. Donc du coup, on a aussi réfléchi à comment est-ce que familialement on gérait ces choses-là. Et par exemple, l'idée, c'est de dire, on choisit en fait la veille, on dit aux ados, demain, est-ce que vous faites une sortie, est-ce que vous faites pas de sortie. En tout cas, on leur demande de prendre en charge leurs vacances et d'organiser des choses avec le local jeune, avec le basket, avec les copains, etc. Et puis, à un moment donné, quand je vois que moi, ça va avoir trop d'incidence sur ma vie professionnelle, je vais dans un espace de coworking. Je vais me sauver de là, en fait. C'est-à-dire que, tant pis, j'appuie sur pause. Sur les 5 jours de vacances où on n'est pas là, ils vont peut-être faire 3 journées un peu zombies, il y aura pas beaucoup de devoirs, où il y aura plus d'écran que ce qu'on souhaite et tout ça. Mais sinon, moi, je vais passer ma journée à râler et je vais vraiment avoir le sentiment de mal travailler. Donc, en fait, 80-20, quoi. Des fois, on se dit, OK, j'essaye de tenir la barque plus ou moins toute l'année. Bon, il y a toujours des périodes où c'est pas vrai, ça marche pas pareil parce que ça s'organise différemment. Il y a quand même 3 enfants, donc. C'est ça. Et 3 gestions logistiques différentes. Et puis, des fois, faut les prévenir, en fait. On oublie, en fait, souvent, on s'occupe de leur emploi du temps à eux, mais on oublie de leur dire quel est notre emploi du temps à nous. Donc, en fait, des fois, je leur dis, je vais être à la maison quand vous allez rentrer. Par contre, je serai en visio jusqu'à 18h30. Mais à 18h30, je suis dispo. Un temps aussi que j'ai appris à valoriser, alors ça va sembler fou, et j'aurais trouvé ça complètement fou qu'on me dise ça quand mes enfants étaient petits. Mais là, par exemple, ma fille la plus jeune a 10 ans. On a pris l'habitude de faire un puzzle le matin avant d'aller à l'école ou un jeu de société. Mais en fait, c'est un temps où qu'on n'aura pas le soir parce qu'on va être pris dans le dîner, la douche, les devoirs, etc. Et là, le matin, les 2 grands, ils sont partis au collège. Son papa est parti bosser. Et finalement, on prend 15-20 minutes et on se fait un jeu. Il y a des fois, ça m'arrive de lui dire hier, j'étais trop fatiguée pour te lire une histoire. Mais là, si tu veux, je veux bien te lire un chapitre. Alors là, c'est franchement, on n'y arrive pas à 100% des matins. Mais on le tient quand même 2 à 3 matins par semaine. Et en fait, c'est vraiment un moment, j'ai l'impression que je le vole à tout le monde, en fait. Et ça vaut de l'or. C'est génial ce que... Et ça vaut de l'or, tu déculpabilises, tu commences ta journée en passant un moment cool avec ton enfant. Au final, je lui dis, est-ce que tu veux que je t'emmène ou pas? Elle me dit, non, je vais y aller à pied. Parce que du coup, elle, là où des fois je me disais, je la dépose vite fait. Et du coup, j'avais ce sentiment de dire, je fais quelque chose avec elle. Finalement, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Ce qui fait que du coup, elle part à 8h30 et moi, à 8h30, je suis efficace. Très bonne alternative au Miracle Morning, qui est
un truc que je trouve sympa, génial et tout, mais qu'il faut vraiment savoir adapter selon la vie qu'on a. Et alors là, je trouve que c'est super ce que tu dis. Ça montre que voilà, il faut juste le faire à sa sauce, à sa manière, mais réutiliser un temps comme ça du matin, quoi, je trouve ça génial. Et ben moi, je me permets juste de rebondir parce que tu parles du Miracle Morning, chose que j'avais essayé il y a longtemps, que j'ai tenu pendant plusieurs moments de vie, et en fait que je n'arrive pas à tenir sur du long terme, mais par contre que je m'offre sur des moments où justement je sais que dans l'équilibre vie pro, vie perso, ça va être un peu intense. Et moi j'ai ma formule 30 minutes où je fais 10 minutes de méditation guidée, où je vais sur une plateforme et je fais quelque chose de très simple, très guidé, parce que je suis incapable de méditer toute seule. Je fais 10 minutes d'étirement et 10 minutes où là, je lis un bouquin. Mais pas un truc de développement personnel, ou un bouquin de détente, en fait. De détente, c'est ça. Oui, ce qui n'est pas la même chose. Et du coup, ça me prend 30 minutes. Et là, tout le monde se réveille après. Et moi, je suis open, en fait. Mais je le fais que dans des moments occasionnels parce que j'arrive pas à le tenir. Je n'arrive pas à le tenir sur une journée, enfin sur l'année. Sur l'année, c'est trop dur. Mais des moments clés. Mais ça remet la réalité aussi, effectivement. Ouais, non, c'est pas possible. J'ai encore 2-3 petites questions à te poser. J'en ai une sur l'impact de ton activité aujourd'hui. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles on se connaît, c'est parce qu'on a des valeurs respectivement en commun, et je pense que c'est pour ça que ça a super bien matché dès le début. Est-ce que tu peux nous dire quel impact tu as aujourd'hui avec ton activité en nous donnant un exemple concret ? Ce qui, toi, peut-être te rend fière ou... Il y a quelques semaines, moi, je fais des interventions dans les collèges. Donc là, c'était un dispositif sur... J'ai coagi dans mon collège, un dispositif expérimental. Et en fait, on apprend des choses très concrètes aux collégiens, comme économiser de l'eau et préserver l'eau, l'énergie, on parle du gaspillage alimentaire, etc. Et en fait, on a 2 heures où on apporte du contenu, et la dernière heure, on les met en mode projet. On leur dit, maintenant, vous venez d'apprendre des trucs, comment vous faites pour le dire autour de vous, en fait, et pour avoir un impact positif autour de vous. Et donc, il y a des collégiens qui ont décidé d'écrire à Ouest France, il y en a qui ont décidé de faire une conférence, il y en a qui ont fait des affiches, etc., etc. Donc ça, déjà, c'est génial. Et ensuite, je fais un premier bilan d'étape, et je demande aux collégiens, qu'est-ce qui vous plaît dans le projet général, etc., etc. Et là, il y a un élève de 5e qui me dit, quand j'ai fait mon projet, j'ai l'impression que j'ai aidé à sauver la Terre. Et là, ça m'a fait un petit frisson, parce que j'ai trouvé ça cool, en fait, de me dire, dans la tête d'un môme, ce que ça représente. Ce que je fais représente ça, en fait. Et ça m'a fait vraiment du bien. Parce qu'effectivement, je te cache pas qu'il y a des fois... tu sais pas trop si t'as réussi ou pas réussi, tu mesures pas tout. Et des fois, Et puis là, c'est la plus belle mesure. Oui, un retour comme ça, c'est bien mieux qu'un questionnaire de satisfaction. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, il y a des fois, on m'a rendu des questionnaires de satisfaction sur des formations où on m'a dit « Ah oui, c'était bien, c'était intéressant, c'était hyper complet, etc. » Mais concrètement, les gens n'allaient pas changer leur pratique. Donc t'as beau être peut-être pas là au moment où tu l'as fait. Pareil, peut-être la graine a été posée, mais... En fait, je suis qu'une pierre à l'édifice d'un mur immense qui va composer des milliers de parpaings, quoi. Donc, en fait, oui, il y a ce côté-là parfois un peu frustrant où, du coup, faut se remettre à sa place. Et en même temps, ça permet de s'alléger aussi. C'est-à-dire que... La responsabilité ne repose pas. Oui. Sur l'entièreté Sauver le monde ne repose pas que sur mon métier. Une fois que tu as compris ça, voilà. Et alors, pour terminer, je te remercie pour l'échange. Est-ce que... parce que l'idée, ce serait aussi... Alors, même si je trouve que tu l'as énormément fait pendant ce podcast, et je te remercie, c'est vraiment très, très authentique tout ce que tu dis. Enfin, je te reconnais à 1000% dans tout, et j'adore. L'idée, ce serait aussi de pouvoir apporter des conseils que tu choisisses. Donc, si tu pouvais donner déjà un conseil... Alors, à la Mathilde, il y a 3 ans, on a entendu, mais un
un message peut-être aux femmes qui hésitent encore à sauter le pas. Si tu avais un conseil et si tu avais une ressource qui t'a aidé, qu'est-ce que toi tu recommanderais? Le premier conseil que je donnerais, c'est peut-être... je vous dirais en fait que le jour parfait pour lancer votre entreprise n'existe pas. Non, mais en fait, j'ai lu ça. Alors ça, j'ai lu ça dans un bouquin dont je vais pas me rappeler le nom, mais vraiment le côté, on croit toujours que l'année prochaine, parce que son enfant, il sera en telle classe, ce sera plus simple. On croit toujours que oui, mais dans 6 mois, j'aurai mon augmentation, du coup en termes de droit au chômage, ce sera mieux, etc., etc. Enfin, on trouve toujours en fait. Et à un moment donné, stop. Arrêtez de réfléchir et faites, en fait. Pour moi, il y a vraiment la question de l'action qui est hyper importante. Et je dirais de s'entourer. Pour moi, c'est... j'ai une copine, je lui dis, bah, t'es un peu ma mentor, en fait. Parce que du coup, je savais qu'à chaque fois que je la voyais, on faisait un 3/4 d'heure sur je vais jamais y arriver, tu te rends pas compte, c'est trop dur, etc., etc. Où elle était juste un habitacle bienveillant qui écoutait ma peine, mes craintes, mes doutes. Et après, rationnellement, elle me disait, maintenant, on peut vraiment parler. Et en fait, finalement, bah oui, j'étais tout à fait capable d'écrire un devis, alors que ça faisait une demi-heure que je lui disais que je ne serais jamais capable de faire un devis. Et donc, un peu de mettre de la réalité, en fait. Je pense que ça, c'est important. Et est-ce que tu as une ressource que tu aurais envie de partager? Alors, ou 2? Je te connais, tu dévores les livres, tout ça. Alors, si ça se trouve, il y en a peut-être 2 que tu as envie de... Non, mais en fait, je me rends compte qu'il y a plein de bouquins que j'ai lus. Donc, c'est difficile, pour le coup, d'en choisir un ou 2. Quand même, celui qui dit « J'ai raté ma vie ». Attends, je recherche. Je l'ai cité en plus. Ah oui. En termes de ressources, je pourrais citer celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ah oui. Qui n'était pas forcément adapté à mon sujet, mais en tout cas qui parle très bien de l'entrepreneuriat, qui parle de l'échec, etc. Charles Pépin a fait un super bouquin sur l'échec. Oui. Qui justement montre que tous les échecs sont des réussites et franchement hyper accessible, hyper facile à lire et tout. En plus, c'est pas un gros livre, il est très bien. Ouais, il est vraiment très bien. Ouais, très bien. Miracle Morning m'a pas mal aidé aussi sur le côté méthodologie, sur le côté aller trouver du temps. En fait, on a toujours le sentiment qu'on n'a pas le temps. Et finalement, si on enlève le temps où on scrolle et si on enlève 2-3 choses de notre vie qui nous polluent et dont on ne se rend pas compte, et ben en fait, on va trouver du temps qualitatif où on va pouvoir s'apporter et se nourrir. En fait. Mais vraiment, le meilleur bouquin que je conseille, c'est la carte de bibliothèque. En fait, non mais il faut que chacune aille chercher ce qu'elle a besoin. Après, pareil, je me suis mise aussi au podcast, chose que je pratiquais pas avant. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de podcasts sur la transition écologique et que du coup, plutôt que d'écouter les infos hyper glauques dans la voiture, et ben finalement, je me mets une sélection de podcasts que j'ai fait avant et je les écoute en conduisant en fait. Je fais la vaisselle en écoutant des podcasts plutôt que la radio qui est glauque. Enfin, voilà, il y a des choses aussi, on va se créer des espaces un peu qu'on n'aurait pas pensé. Et puis, il y a des moments de vie. Il y a des moments où on a le temps pour se créer des espaces et trouver et avancer sur soi-même, et des moments où on n'a pas le temps. Comme dirait Sabrina, c'est OK. Ça, c'est toi qui m'as appris. Merci beaucoup, Mathilde. Merci vraiment pour l'échange. En résumé, je trouve que... Alors, déjà, tu nous as montré que oser, c'est possible. Et une jolie phrase que j'ai notée, et que la liberté professionnelle peut rimer avec impact et épanouissement. Mais hormis cette phrase que je m'étais notée parce qu'effectivement, je trouvais qu'elle te ressemblait, je dirais surtout que tu montres à quel point c'est pas
une réussite, mais c'est une succession, en fait, d'étapes qu'il faut accepter de passer les unes après les autres et qui vont nous forger. Et comme tu dis, en fait, c'est un chemin. C'est pas un aboutissement, c'est un chemin. Et c'est vraiment ce que je retiens de l'échange d'aujourd'hui. J'aimerais quand même que tu donnes l'info où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre tes actualités. Alors sur LinkedIn, bien sûr, mais aussi ton site. Oui, j'ai un site internet. Du coup, c'est viridis-transition-écologique.fr qui va décrire un peu ce que je peux proposer. Et puis, effectivement, sur LinkedIn. Ouais. Viridis Mathilde Turina. Mettez que des i à Viridis. Ça veut dire vert en latin. Merci. Merci, petite précision. Voilà. Et peut-être qu'elles n'hésitent pas peut-être aussi à échanger avec toi, t'écrir un petit message sur LinkedIn. Oui, un message sur LinkedIn, c'est forcément toujours le bienvenu. Et puis, n'hésitez pas aussi. Parfois, moi, je suis favorable aux enquêtes métiers. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi quand on est aussi questionné, et on avance aussi. Donc voilà, si vous avez besoin, il y a un formulaire de contact dans mon site internet, n'hésitez pas. Merci beaucoup, merci Mathilde, et j'espère que l'épisode vous a plu autant que moi ça m'a plu de l'avoir fait, de l'avoir réalisé. Merci beaucoup, et j'espère peut-être à une prochaine. N'hésitez pas si vous avez envie que Mathilde repasse pour approfondir certains sujets, que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur l'impact écologique qu'elle peut avoir dans l'entrepreneuriat ou autre. Je lui ferai je dis pas qu'elle acceptera, mais je lui ferai parvenir la demande si, avec sans problème. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup.